merci à tous les quatre d'être là et surtout, merci à ceux qui ont remplacé des invités au pied levé. Avec quatre invités donc avec nous sur ce plateau. Mireille Damiano, bonjour. Bonsoir. Vous avez été candidate suppléante pour la NUP dans les Alpes-Maritimes, la 3e circonscription, très exactement. Philippe Lothiau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député nouvellement élu Rassemblement National de la 4e circonscription du Var. Éric Pauget, bonjour. Bonjour. Vous êtes député LR, réélu de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Et Greg Monetti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjoint au maire de Nice, délégué très exactement à la jeunesse, à la cohésion sociale et à l'insertion professionnelle. Et vous avez été candidat ensemble, majorité présidentielle, donc dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes. Alors je vous propose qu'on découpe en 2 temps. Dans un premier temps, on va revenir assez vite sur les résultats de dimanche parce qu'on en a beaucoup parlé. Et puis on va faire une partie un peu plus générale pour voir ce qui peut se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines et peut-être les prochains mois. On va voir. Alors d'abord, les résultats. On va voir une image. C'était donc en début de semaine, la rentrée des députés. Alors on va voir un peu tout le monde, mais on va commencer par les députés RN. Il y en a 10 dans les Alpes-Maritimes et le Var, c'est nouveau, il n'y en avait pas du tout avant. Une question, Philippe Lothieu, d'abord une question qui va paraître anecdotique, mais qui n'est pas forcément. Certains députés Rassemblement National ont raconté que quand Marine Le Pen vous avez réuni lundi, elle vous a demandé d'avoir un dress code. Est-ce que c'est exact ? Elle a demandé de respecter un peu la représentation des Français, c'est-à-dire en effet d'être en costume, d'être en cravate, d'être correctement habillé, parce qu'il y a une question de respect à avoir vis-à-vis de l'institution quand même prestigieuse qu'est l'Assemblée. Alors je vous ai posé cette question parce que ça peut paraître anecdotique, mais vous vous souvenez qu'il y a 5 ans, il y avait eu tout un débat sur la cravate avec la rentrée des députés de la France Insoumise. Est-ce que ça veut dire que vous serez... vous voulez être en tout cas un petit peu l'opposé de NUP ? On cherche pas à être l'opposé de qui que ce soit. Non, pour nous, c'est une question un petit peu de respect à la fois de l'institution prestigieuse et historique qu'est l'Assemblée et des électeurs qui nous ont envoyés pour les représenter. Voilà, c'est un choix après. Je voyais que vous riez, Mireille Damiano, pourquoi ? Je souris parce que le respect, ça voudrait dire aussi ne pas faire de réflexion sur certains députés qui arrivent de régions éloignées et qui se présentent dans d'autres coutumes vestimentaires, par exemple. Bon, alors on va rentrer dans le débat parce que ça va être... on va revenir sur tout ça. Philippe Lothiau, la question ne s'adresse pas qu'à vous. Et on peut la poser particulièrement au vu de ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes et le Var. Est-ce que le Front républicain est mort ? Oui, enfin, ce qu'on appelait le Front républicain, qui pour moi était une sorte de front antidémocratique, en fait. Parce que c'était des anciens partis qui s'alliaient pour finalement priver de représentation des centaines de milliers, des millions d'électeurs. Donc ça a volé en éclats, parce que je pense que les gens en avaient assez. Je pense que le système de la peur qu'on a essayé de leur vendre pendant des années ne marche plus. Aussi parce qu'il y a un enracinement local, il y a des villes qui ont été gagnées, ils voient que ça tourne. Donc je pense que c'est aussi la preuve par l'exemple. Et tant mieux, parce que du coup, ça permet à l'ensemble des Français d'être représentés, ce qui jusqu'ici était quand même une grave anomalie de notre système. Éric Pauget, est-ce que c'est la leçon principale qu'on peut tirer entre 2017 et 2022 ? C'est-à-dire, quand on a analysé un petit peu les résultats, il y a certains scores de premier tour en 2017, en tout cas moi c'est ma conviction, qui n'auraient pas du tout donné les mêmes résultats en 2017, il y a 5 ans, parce qu'il y avait cette notion de Front républicain. Comme vous l'avez dit, on est 5 ans après. On sort de 5 ans de macronisme, 5 ans de gestion par le président Macron, et ça nous conduit à avoir les extrêmes qui n'ont jamais été aussi hautes dans notre pays. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas montés seuls dans ces élections. Non, mais pourquoi ? Parce que à force d'affaiblir la droite et la gauche traditionnelle, à force d'affaiblir les partis de gouvernement, on arrive à avoir le président Macron d'un côté et les extrêmes de l'autre. C'est ça le danger. Nous, on le dénonce depuis longtemps. Sur les circonscriptions ou les territoires où il y a des élus qui sont implantés et qui sont clairs et nets sur leurs valeurs, moi je suis un élu de droite, de la droite républicaine, ferme sur mes valeurs, on gagne. Et par contre, il faut, je crois que la plus grosse faute du président Macron, c'est ce fameux « en même temps » qui a conduit à dissoudre les partis de droite et de gauche traditionnels et qui nous conduit à cette situation inédite dans le pays où un président sortant n'obtient pas une majorité nette à l'Assemblée nationale. Et donc on rentre dans une période d'instabilité, oui. Quand vous avez dit dissoudre, vous m'avez fait peur. Vous parliez de dissoudre les partis. Dissoudre les partis.
Greg Monetti, il y a eu un décalage entre le score de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle, justement, et aux législatives. Comment vous l'expliquez? Je crois qu'il faut entendre le message des Françaises et des Français. Il est assez clair. Ils ne veulent que personne ne puisse faire la loi tout seul. C'est inédit. C'est peut-être à contresens de nos institutions. Mais c'était pas comme ça il y a 5 ans. Et non, débat, c'est absolument l'inverse. Et donc aujourd'hui, il faut entendre le message. Et le message, il est essentiel. C'est que soit nous arrivons et nous réussissons une grande coalition durable et stable, sur laquelle nous pouvons faire avancer le pays et répondre aux défis immenses qui nous attendent, parce qu'il y a urgence sur certains sujets, soit nous échouerons. Mais maintenant, la responsabilité, nous, responsables politiques, elle est collective. Et donc, que l'on s'aime ou pas d'ailleurs, hein, que l'on ait envie ou pas de travailler ensemble, que ce soit dans nos habitudes, pas dans nos habitudes, nous n'avons pas le choix. Les Français nous demandent de travailler ensemble et de trouver des compromis. Et donc, je crois qu'à une semaine du scrutin, c'est ça le message. Et qu'il faut l'entendre et que l'on fasse tous d'abord un renoncement sur quelque chose et ensuite un effort pour construire un projet collectif pour la France. Mireille Damiano, alors vous n'êtes, il n'y a pas de député NUP ici, hein. Là aussi c'est une particularité locale. Est-ce que néanmoins, sous quelle forme allez-vous poursuivre l'action? Alors, si vous me permettez, il n'y a peut-être pas effectivement de député sur Nice, mais il y a une situation qui a été assez inédite, effectivement, puisque le score de Enzo Giusti a été tout à fait intéressant et d'ailleurs dépasse même un petit peu celui de Monsieur Monetti. Alors, aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire que, en réaction à ce qui se dit, je ne pense pas que les citoyens et citoyennes de ce pays ont jamais dit qu'ils souhaitaient que le président gouverne tout seul. Jamais. Il se trouve que le vote a été un vote barrage par 2 fois et que, en conséquence de quoi, on ne vote pas pour un programme, on vote contre. Et vous avez évoqué le renvoi d'un extrême à l'autre. Bien évidemment, je ne peux que réagir sur ce point-là et vous dire que c'est précisément ce discours-là qui permet aujourd'hui la montée, effectivement, du Rassemblement national. Et je ne vais pas, moi, me réjouir, bien évidemment, de cette situation. Ce dont je me réjouis, c'est que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, n'a plus la configuration de celle de la dernière mandature et que le fait de reparlementariser les choses permettront peut-être qu'il y ait un débat et qu'il y ait effectivement quelque chose qui ressemble à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire un débat démocratique à l'Assemblée. Mais alors nous avons un point de désaccord et un point d'accord, vous voyez, comme quoi. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que finalement, en effet, il y avait un vote de rejet, soyons clairs, de M. Macron, dont on voit bien qu'il a été élu grâce à M. Mélenchon. Donc quand M. Mélenchon dit je suis l'opposition à M. Macron, c'est quand même lui, d'une part, qui l'a fait élire. C'est très très clair. Maintenant, en effet, je trouve qu'il y a cette chambre est extrêmement intéressante, dans la mesure où c'est plus une chambre d'enregistrement. Il vaut mieux une majorité introuvable qu'une chambre introuvable. Et une majorité introuvable, ça veut dire qu'il va falloir la chercher. Et la chercher, ça veut dire que M. Macron va devoir faire ce qu'il n'est pas habitué à faire, va devoir écouter les députés. Et je trouve que ça peut réconcilier aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de l'abstention. Quand vous dites aux gens, en gros, votre vote ne sert à rien, quoi que vous fassiez, vous ne serez pas représenté, et de toute façon, il y aura une majorité qui fera ce qu'elle voudra, et vous, on ne vous écoutera pas. Et bien là, aujourd'hui, je pense que ça peut redonner confiance en la politique, en les électeurs, qui vont se dire, bon, mon vote sert à quelque chose. On va débattre, il va y avoir des débats. Vous savez, le but de tout le monde, c'est de faire avancer les choses, en effet. Et il va y avoir des débats, et si on arrive à faire avancer les choses, tant mieux. Donc je pense que c'est quelque chose qui, pour les électeurs, est un signal d'espoir, finalement, aujourd'hui. Alors on va terminer cette partie locale, parce que je voudrais qu'on voit un petit peu ce qui va se passer ensuite, parce que c'est pas très simple. Alors juste un dernier point, on va pas refaire les querelles estrosiciatives, parce qu'on en a beaucoup parlé, et puis on va en reparler, etc. Je voudrais juste vous poser une question, Éric Pauget, parce que c'est quand même important. Vous aviez un candidat de la majorité présidentielle contre vous. À un moment, il y a des gens qui, avant, étaient dans votre parti, et qui ne le sont plus maintenant, mais dont vous êtes proche, qui se sont réunis pour dire comment on peut battre Éric Pauget. Est-ce que ça vous a marqué, ça? Est-ce qu'il y aura des cicatrices? Moi, ce qui m'importe, c'est le choix des électeurs, des habitants de cette circonscription qui m'ont renouvelé massivement leur confiance. Je suis arrivé en tête au soir du premier tour, avec cette fois, par rapport à 2017, un candidat local, c'est vrai, et j'ai largement gagné au deuxième tour. Mais le point sur lequel je voudrais revenir, c'est que la situation qu'on vit, c'est un formidable aveu d'échec et de faiblesse du président Macron. C'est pas l'ADN de la Ve République.
Et quelque part, il prend en boomerang le mépris qu'il a eu pendant 5 ans. Le mépris des corps intermédiaires, le mépris de l'Assemblée nationale. Moi, je suis député sortant, j'ai vécu pendant 5 ans à l'Assemblée. On n'était pas ni entendu, ni écouté. On a fait de multiples propositions. C'était balayé d'un revers de main. Et il fallait aller vite parce que la Chambre était devenue une chambre d'enregistrement du président Macron. Eh bien là, il a un juste retour de ce qu'est la démocratie dans notre pays. Par contre, le point d'inquiétude, c'est que je ne voudrais pas qu'on arrive dans de l'instabilité et dans du désordre. Et là, il a beau jeu l'autre soir de venir nous dire maintenant les partis venaient vers nous, mais c'est lui qui a la responsabilité du pays, c'est lui qui a conduit à la situation dans laquelle on est. Vous répondez, Greg Monetti, on passe à la suite après. Les reproches étant faits, j'espère que les constructions communes arrivent. Allez-y. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel, je le dis très franchement, le président a entamé un parcours de consultation. Il a évidemment, je crois, en méthode aussi appelé qu'il devait y avoir du changement, qu'on devait travailler ensemble. On peut continuer à se faire plaisir politiquement. Chacun peut s'invectiver, on peut faire comme on a fait depuis si longtemps, ou alors on peut faire peut-être quelque chose de différent. Et je crois que de toute façon, et mon collègue M. Pauget l'a très bien expliqué, si nous n'y arrivons pas, le désordre s'installera. Et alors nous n'aurons plus d'autre solution que de dissoudre. Et vous savez quoi? Vous avez en face de vous quelqu'un qui a perdu son élection, mais qui ne souhaite pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que je veux que nos institutions résistent, qu'elles construisent, et qu'on puisse malgré tout montrer une image un peu différente et répondre aux urgences des Françaises et des Français. Alors, on va essayer d'avancer. Alors, il faut que le président Macron tienne compte des demandes de son opposition. Bien sûr. On a un sujet immédiat. Le Sénat vient de déposer une proposition de loi avant-hier sur la baisse drastique des droits de succession qui sont absolument trop lourds dans notre pays. Le Sénat va la voter, ils ont la majorité. Ça va arriver très rapidement à l'Assemblée. Ça va être un premier test immédiat de voir si la majorité est capable de supprimer ou de baisser drastiquement les droits de succession, où il y a une forte attente dans notre pays. La question des successions, c'est peut-être pas la question de l'urgence du moment. Non, j'entends mais bien aujourd'hui le Sénat l'a déposé, donc on fassiez un test de cette question, mais permettez-moi de dire que l'urgence absolue, on va voir si la majorité sociale, répond à un texte qui arrive. Sous la précédente mandature, ça aurait été balayé d'un revers de main. Là, on a le test qui va arriver dans les 15 jours. Parce que le Sénat vient de la déposer. Vous allez voir, on va prendre un autre exemple. Et on va déjà essayer de comprendre comment on peut quel problème cela pose de gouverner avec une majorité relative. C'est un sujet d'Anne Bourse, écoutez. La majorité est prise en étau, avec d'un côté la NUP et de l'autre le Rassemblement national. Deux groupes d'opposition contestataires. Avec ce paysage politique totalement fragmenté, les débats sur les bancs de l'Assemblée nationale s'annoncent houleux. La porte-parole du gouvernement reconnaît que la situation risque d'être compliquée. Ma hantise, c'est que ce pays soit bloqué. C'est ma seule hantise. On nous trouvera toujours pour essayer d'embarquer avec nous, de convaincre surtout les modérés qui sont aussi présents dans ce Parlement, peu nombreux, mais de nous suivre. Ce sera donc compliqué, il va falloir de l'imagination, de l'audace. La majorité espère que le compromis vienne notamment de la droite. Tous les regards se tournent vers les députés LR. Accord au cas par cas ou de gouvernement, la question divise déjà les ténors de la droite. Je ne crois pas qu'on puisse être la roue de secours d'un macronisme en déroute. Voilà. Ce macronisme, il a conduit le pays à l'échec. Nous sommes, nous, LR, en situation de prendre nos responsabilités, je le répète, non pas pour servir de béquille, certainement pas, non pas pour des ralliements individuels, mais pour exiger un pacte de gouvernement qui soit extrêmement clair sur nos idées. Combien de LR, voire de socialistes, pourraient, en fonction des textes, apporter leur soutien à Emmanuel Macron? Le compromis deviendrait la règle. C'est une nouvelle page de la vie politique française qui s'ouvre. Alors, il nous reste un tout petit quart d'heure. On va prendre un exemple concret. Je voudrais que vous débattiez tous les quatre. On dit que c'est pas on dit, c'est un constat, les cas de Covid remontent. Il y a un état d'urgence sanitaire qui va s'arrêter le 31 juillet. C'est dans pas très très longtemps. Alors, si j'ai bien compris, vous pouvez me corriger, c'est un décret qui est pris en Conseil des ministres, mais en revanche, ça doit passer devant le Parlement au bout d'un mois. C'est ce qui s'était passé à l'époque. Donc, imaginons qu'il faille reprendre ce genre de décret d'état d'urgence sanitaire, c'est pris en Conseil des ministres. Au bout d'un mois, il faut que ça repasse devant le Parlement. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas du tout les mêmes positions, là, ici, sur la crise sanitaire.
Philippe Lotio. Oui, alors je voudrais d'abord faire un petit commentaire sur le reportage. Quand il parle, on est de l'opposition contestataire. Non, on a une opposition, mais qu'une opposition constructive. On sera une opposition constructive. C'est-à-dire, on sera là pour s'opposer quand on n'est pas d'accord, on sera là pour proposer, et on espère notamment que le premier texte sur le pouvoir d'achat sera l'occasion de proposer, d'être écouté, parce que là, en effet, il y a une véritable urgence là-dessus. Mais regardez, je vous pose cette question parce que c'est un exemple concret qui peut bloquer. Il y a des mesures à prendre, mais il y a des mesures qui sont, à notre sens, inacceptables. Tout ce qui ressort de la loi d'août 2021 sur l'obligation vaccinale, sur l'obligation sanitaire, ça c'est législatif, qui a conduit à la suspension de soignants, de milliers de soignants, de médecins, à des points complètement délirants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin qui n'est pas vacciné ne peut même pas faire de téléconsultation. Et on lui dit c'est pour se protéger du Covid. Donc c'est quand même se moquer du monde. C'est une sorte de diktat sanitaire. Donc il y a des mesures de précaution à prendre, bien sûr, mais qu'on ne tombe pas dans l'apartheid sanitaire dans lequel nous avons été mis, avec toutes les conséquences qui ont eu lieu, notamment celle de la suspension. Vous savez que nous sommes pour la réintégration des soignants qui ont été, à notre sens, honteusement suspendus. Alors, Greg Monetti, s'il devait arriver devant le Parlement une loi concernant un problème de crise sanitaire, où il y a des groupes qui visiblement ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Je suis très inquiet. Alors là, vous mettez dans une configuration de réponse où, naturellement, je serais très inquiet pour mon pays. Oui, mais si je vous pose cette question, c'est que vous imaginez bien qu'en 5 ans, il peut y avoir des textes sur lesquels personne ne sera d'accord. Non, mais de toute façon, vous avez deux manières de travailler. Soit nos parlementaires parviennent à avoir une majorité sur texte, soit on a une coalition stable et durable. Et je vous le dis franchement, comme je pense, la majorité sur texte, j'y crois difficilement. C'est-à-dire au cas par cas. C'est-à-dire au cas par cas. Et le petit échantillonnage que nous sommes en train de faire, mais ne me rassure pas beaucoup. Donc je crois qu'il faut qu'on s'entende dès aujourd'hui sur 4-5 grandes priorités sur lesquelles on identifie ensemble quels sont les points forts, les envies, les priorités de chacun pour arriver à trouver un passage. Vous voyez, on parle pas, mais on a parlé du texte sur le pouvoir d'achat. Il va être décisif. Il va être décisif. Et par pitié, arrivons à en faire quelque chose de bien qui vient coller aux attentes et aux besoins. Mais on n'a pas parlé de la transition écologique aussi. Donc je rappelle une fois encore que si nous ne prenons pas les décisions décisives d'ici 3 ans, c'est fichu. Vous imaginez la pression, ne serait-ce que temporelle et sociétale, qui pose sur nos épaules. Donc il va falloir naturellement qu'on arrive à trouver, j'ai envie de dire, une solution pour les Françaises et les Français. M. Pauget me dit tout à l'heure, et je le comprends, on a lancé un ballon d'essai, c'est la proposition par le Sénat sur les droits de succession. D'abord, je crois que personne n'est opposé à regarder, que tout le monde est d'accord sur le fait que la pression fiscale est importante, et que le président de la République avait même une proposition dans son programme qui allait, non pas complètement dans ce que vous proposiez vous, mais un peu dans le sens. Donc vous voyez, on peut y arriver. Mais vous avez parfaitement raison de mentionner qu'aujourd'hui, il y a des urgences avant les priorités. Et que la situation sanitaire, c'est une urgence. Le pouvoir d'achat, c'est une urgence. La transition écologique, c'est une urgence. Retrouvons-nous sur les urgences. Éric Pauget et Mireille Damiano, si on n'est pas d'accord sur les urgences... Moi, je suis opposé au chèque en blanc. Et je le dis en conscience après un mandat de 5 ans qui vient de s'écouler. On l'a vu sur d'innombrables sujets. L'écologie, le nucléaire, Fessenheim. Au début du précédent quinquennat, on ferme Fessenheim, on ne fait pas de nucléaire. À la fin de ce quinquennat, on redémarre le nucléaire. Donc on ne peut pas faire un chèque en blanc à un président qui a autant méprisé la représentation parlementaire. Je le dis en conscience en tant que député sortant. Donc moi je suis plutôt... Il est favorable à l'idée de voir texte par texte sur des propositions que nous formulerons, de voir si c'est pris sur le pouvoir d'achat, c'est une urgence. Nous, on a des propositions très fermes. Baisser la CSG, qui a été lourdement augmentée en début de quinquennat et qui impacte les retraités, qui impacte les indépendants, qui impacte les gens dans leur vie de tous les jours. Transformer, par exemple, les RTT en salaire. Indexer les retraites sur l'inflation. Il y a des sujets très précis que nous, groupe Les Républicains, nous allons formuler, et on va voir si le président nous les prend. Voilà 48 heures qu'on entend le fameux mot de compromis. Moi, je suis un peu choqué par ce mot de compromis, d'abord parce que je le trouve quasiment inadapté, et qu'on aimerait d'abord, être clair sur le bilan, qui est effectivement catastrophique. Et deuxièmement, on aimerait aussi savoir sur quoi est-ce qu'on peut compromettre. Parce que si on n'a pas de programme sur lequel on peut compromettre, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut y arriver. Donc, sur des questions qui font débat, ces questions, elles seront effectivement débattues. Et le tout est qu'on mette
en fait des priorités effectivement à l'avant. Les priorités qu'on a énoncées, c'est des priorités effectivement sociales. J'entends la future loi sur effectivement le pouvoir d'achat. Mais ce qu'on a développé, c'est que la première des choses, où on pourrait imaginer d'ailleurs que M. Macron fasse un pas vers ce qu'il dit avoir entendu des Françaises et des Français, c'est peut-être effectivement de travailler sur un SMIC conséquent, c'est peut-être de prendre en compte qu'on a 83% des salariés qui sont en dessous du SMIC, c'est peut-être aussi de réindexer les pensions, et c'est peut-être aussi de faire le barrage au prix et à l'inflation. Je veux dire, ça c'est des vraies urgences. Et c'est sur lesquelles, d'ailleurs, je pense que nous allons proposer une Avant de vous donner la parole, législative sur ce je point. voudrais juste, parce que ça va nous permettre de rebondir, d'écouter ce qu'a dit le président Macron, enfin un extrait de ce qu'il a dit, c'était donc mercredi soir, écoutez. Il a manqué une trentaine de députés sur 577, et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. J'ai bien compris, voilà, on revoit la composition de l'Assemblée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a deux solutions, coalition ou texte par texte. La confiance, ça se décrète pas, ça se prouve. Et là, c'est un aveu, je me répète, un aveu d'échec, parce qu'il n'a pas la majorité, mais un aveu de faiblesse, parce qu'il n'a pas eu la confiance des Français. Et il y a un travail énorme de la part du président, c'est de recréer un climat de confiance. Le traverser la route pour trouver du boulot, c'est encore dans l'esprit de tous les Français. Non, tout à fait. Le président était totalement méprisant pendant 5 ans. Je veux dire, son bilan est un échec, cuisant sur tous les domaines. Vous savez, on l'appelait le Mozart de la finance. Tout ce qu'il a composé, c'est le requiem de l'économie française, c'est tout. Et je crois qu'aujourd'hui, la coalition, c'est contre un danger. Le danger, c'est justement la politique qu'a appliquée Emmanuel Macron pendant 5 ans. Donc je crois qu'aujourd'hui, pendant le pouvoir d'achat, visiblement, nous avons, Marine Le Pen a proposé un ensemble de mesures. Tout le monde a un certain nombre de mesures pour le pouvoir d'achat. Nous savons que c'est une urgence. Sur le terrain, c'est ce que les gens nous disent. Tous, j'en suis convaincu. La première chose, c'est comment finir les fins de mois. Bon, il faut être intelligent et regarder ce qui est le plus, positif pour les Français. On est là pour ça. On a été élus pour faire ce qui est le plus positif pour les Français. Donc il n'y aura pas d'opposition à la pierre d'Ague, vous savez, pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. On va essayer je pense qu'il est important de faire avancer les choses pour les Français, parce que c'est la mission qu'ils nous ont donnée. Maintenant, en effet, on peut faire des compromis. Un compromis, ce n'est pas une compromission. Et sur des choses comme la politique migratoire, la sécurité, etc., il y a énormément de choses à faire. Et c'est sûr qu'il y a des fondamentaux qu'on ne quittera pas. Greg Monetti, on a un peu l'impression, c'est vrai que de l'extérieur... Il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Je suis bien d'accord avec vous. Non. Donc, on fait bien de le rappeler. Oui, mais il y a toujours une élection législative. Mais absolument, mais les deux choses sont deux messages distincts. Je veux dire, au mois d'avril, les Françaises et les Français, très largement, réélisent le président de la République sur un projet, sur un programme et sur un bilan. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a l'impression que le président de la République, ou alors j'ai pas très bien compris, mais demande à l'opposition de trouver un accord en quelques jours, alors qu'on est quand même parti pour 5 ans. Non, moi, je comprends ce que vous dites. Je crois qu'il faut prendre le temps de le faire aussi. On voit dans des pays très proches de nous, en Europe, parfois des mois passés avant même de trouver un accord de coalition. Mais aujourd'hui, une fois encore, il faut rappeler qu'au mois d'avril, le président est réélu très largement. Ne discutons pas cela. Parce que si nous le discutons, nous discutons de la légitimité du fondement même de nos institutions et de celle de la démocratie. Ce serait très dangereux. Et 2 mois plus tard, il est certain, les Françaises et les Français votent pour plusieurs, j'ai envie de dire, partis politiques, plusieurs propositions, de façon à ce que personne ne puisse, seul, dans le cadre d'une majorité absolue, faire la loi. Bon, le message est entendu. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il faut que l'on arrive à trouver le chemin entre la réélection du président de la République et cette majorité relative. Et vous êtes d'accord quand même? Ce qui est inédit, c'est quand même sous la Ve République, c'est qu'un président réélu n'obtienne pas 1 mois et demi après la confiance des Français. Il y avait eu François Mitterrand en 1988, c'était pas presque pareil. C'est une majorité relative. Mais en tout état de cause, monsieur Le Pauget, point commun, c'est que c'était une réélection, justement. Si je peux juste terminer, juste pour dire à monsieur Pauget, parce que j'entends une vraie préoccupation. D'abord, permettez-moi de vous dire que la confiance, ça s'inscrit naturellement dans une forme de réciprocité. Je comprends que vous sortez de ce mandat avec un sentiment déficitaire. En tout état de cause, aujourd'hui... de défiance, comme celui partagé par les Français. De défiance envers l'exécutif et envers le président de la République. Vous avez le vote de dimanche dernier, c'est un vote de défiance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une grande partie des partis extrêmes sont montés aussi de manière aussi importante. Parce que le vote qui vous est accordé, pardonnez-moi, mais à ce même titre, n'est pas un vote de confiance.
Et donc, en conséquence si de vous quoi, me permettez, nous je vais devons rajouter aller quelque chercher chose. une forme d'intérêt Parce que général. je ne me fais pas trop de soucis, figurez-vous, je ne me fais pas trop de soucis sur une certaine possibilité d'entente entre ceux qui apparaissent aujourd'hui peut-être ayant des intérêts contradictoires, En Marche, LR et le Rassemblement national, parce que sur le plan purement économique, excusez-moi, mais votre programme est un programme d'économie libérale, Comment pouvez-vous dire ça? mais parce que c'est la vérité, et que en conséquence de quoi, la seule opposition aujourd'hui à ce programme libéral, avec des propositions sur lesquelles vous ne serez ni les uns ni les Madame autres Damien. d'accord, c'est la NUPES. Ah, mais vous savez que je viens de Vous allez dire, sortir monsieur Macron. d'une élection où l'extrême gauche a voté pour l'extrême droite. Alors comment Alors, pouvez-vous on va dire sur peut- ce on va plateau peut-être pas je sais pas revenir où- sur que les vous faites pas de circonscriptions sur la je la cherche. cherche à trouver des choses? où vos valeurs Non, mais- républicaines se sont voyez, arrêtées alors, à ce débat. Un hein. peu de lucidité. Il nous reste pas beaucoup de temps. Si vous le permettez, je posais les deux dernières questions aux deux députés qui sont dans l'hémicycle. Parce qu'on vit quand même quelque chose d'inédit, cette législative qui contredit presque la présidentielle. Je vous pose la même question à tous les deux, Philippe Lotiot et Éric Pauget. Est-ce que vous avez l'impression de vivre quelque chose d'historique? Et surtout, est-ce que ça vous donne une responsabilité individuelle et collective encore plus grande, Philippe Lotiot? Je crois que c'est un moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment important pour la démocratie parce que les Français peuvent avoir l'impression, tous les Français peuvent avoir l'impression d'avoir été entendus, de quelque côté de l'échiquier politique qu'ils soient. Maintenant, il y a un certain nombre d'urgences, on l'a vu, c'est du pouvoir d'achat et d'autres choses. Donc, il va falloir que la confiance qui a été placée en chacun des députés, et notamment des nouveaux députés de suite, eh bien, qu'on montre aux gens que cette confiance a été justifiée, et donc qu'on soit constructif, qu'on tienne nos promesses, qu'on tienne nos engagements, qu'on soit à la fois sur le terrain et qu'on agisse pour le bien des Français. Et c'est vraiment, en effet, il y a une sorte d'enjeu assez historique parce que je pense également, et ça c'est fondamental, j'en ai terminé, que si les Français voient que ça marche, eh ben, ils vont retrouver le chemin des urnes qu'ils ont perdu. Et Éric quand ils sont dans Pauget, les urnes, c'est pas dans la rue que ça se Vous passe. avez 20 secondes, je suis désolé. Moi, je suis d'un ADN gaulliste et la Ve République, c'est un exécutif fort avec une majorité au Parlement. Donc, à ce titre-là, oui, je suis triste et inquiet pour l'avenir de mon pays. Deuxième élément, c'est que moi, je suis un élu responsable. Je l'ai montré au cours du mandat écoulé. Je continuerai à être responsable. Et quand il y a des bonnes solutions qui vont dans le sens du pays et pour les Français par rapport à le mandat qu'ils nous ont donné, oui, je les voterai parce que ça va dans le sens de l'intérêt du pays. Merci à tous les quatre. Ce qui est sûr, c'est que la période qui s'annonce est passionnante. Nous, on va s'arrêter. On se retrouvera en septembre. L'émission s'arrête l'été. Très bel été. À la rentrée. À bientôt.